Sorciers et moldus, bonjour, bienvenue dans la 12e vidéo du calendrier de l'Avent Lumos pour un moldu. Aujourd'hui, nous allons analyser la carte de la roue de fortune. Alors, une petite idée sur le ou les personnages qui vont l'incarner? La réponse tout de suite, mais avant, une présentation générale sur la symbolique de la roue de fortune. La roue de fortune symbolise la fin d'un cycle et le début d'un autre. La bonne ou mauvaise fortune, le changement, le destin, la providence, une occasion à saisir, un blocage ou au contraire un déblocage, le cycle, les lois de la nature, l'impermanence, l'éternel retour, le renouveau, l'état de tourner en rond, la mutation, l'énigme, la solution. Un nouveau départ, la nécessité d'une aide extérieure. Il s'agit de la première carte mettant en scène uniquement des créatures allégoriques ou non humaines. Elles sont ici au nombre de 3, prenant place sur une roue. Selon les rééditions du tarot, les 3 personnages sont tantôt des créatures mythologiques, telles un sphinx, ou tout simplement fantasmagoriques, comme un triton à tête de bouc ou encore Hermès à tête d'Anubis. Dans les représentations traditionnelles du tarot de Marseille, nous pouvons apercevoir sur la carte de la roue de fortune une sorte de lion couronné avec une épée en main, symbole du règne de la raison, qui siège tout en haut de la roue, une sorte de lapin du côté droit s'apprêtant à prendre la place du lion, et une créature non identifiable à gauche qui descend la roue. Cette disposition dynamique illustre le mouvement giratoire de la vie, l'aspect impermanent et éphémère de notre existence ou d'une situation. Quelle que soit notre place dans la société, notre situation économique, sociale ou de santé, la roue de fortune peut tourner à tout moment sans que nous puissions rien faire pour l'en empêcher. À nous de nous adapter, de faire preuve de prévoyance en regardant le lapin à la droite qui s'apprête à prendre la place du lion en haut de la roue de notre existence. Cette carte nous invite à anticiper la suite des événements. Aussi, n'oublions pas de regarder d'où nous venons, d'observer la créature à gauche qui est descendue après que le lion ait pris sa place, et réjouissons-nous que le monde ne demeure pas statique. Ainsi, nous accepterions peut-être plus facilement le changement qui est toujours synonyme de renouveau. Le changement est vital, tant sur le plan matériel, économique, politique ou social, que sur le plan intellectuel, spirituel, psychique. Le changement fait partie de la vie et est même indispensable pour éviter l'inhibition asphyxiante. Tout organisme vivant ou social a un besoin biologique de changement pour éviter la sclérose qui serait synonyme de mort. La roue de fortune est maintenue par 2 pieds, le tout posé sur une mer stylisée, comme pour nous rappeler que notre vie tout entière tangue sur la mer immense et mouvementée de l'existence. Une manivelle permettant d'actionner la roue s'étend hors champ. Ce détail semble signifier que la main qui actionne la roue de fortune est invisible et peut porter le nom de destin ou de providence. Une signification plus concrète serait que l'aide dont le consultant aurait grandement besoin pour débloquer une situation momentanément bloquée lui viendra de l'extérieur. Ainsi, la roue de fortune marque la fin d'un cycle, celle de la première série décimale des arcanes majeures, et annonce déjà le début d'un nouveau cycle inévitable, car tout est retour perpétuel. Encore faut-il avoir la force de recommencer un nouveau cycle. Alors, suspense? Ici, il ne s'agit pas vraiment de trouver des personnages, mais un symbole omniprésent dans la saga pour illustrer la roue de fortune. C'est alors que la réponse s'est imposée d'elle-même. Il s'agit bien sûr de l'Ouroboros. Ce symbole résume bien, selon nous, cet arcane d'une grande richesse symbolique. Un oiseau, ou un phénix, ou encore un dragon, mordant la queue d'un serpent. L'opposition entre le phénix et le serpent induit immanquablement une opposition entre l'aérien et le terrestre, entre la verticalité et l'horizontalité. J.K. Rowling use de cette dualité entre verticalité et horizontalité, entre aérien et infernal, dans son œuvre à travers la confrontation entre Dumbledore, qui symbolise le phénix, et Voldemort qui, lui, symbolise le serpent. Le duel entre Dumbledore et Voldemort dépasse largement le cadre du simple combat entre 2 individus, entre 2 sorciers.
Il illustre l'opposition entre l'autophagie du serpent et l'incandescence du phénix. Tous les actes perpétrés par Voldemort n'ont qu'une seule visée, échapper à la mort. Tandis que Dumbledore marche tranquillement et sans crainte vers le feu qui, loin de le détruire, ne peut que le purifier. Harry, quant à lui, se situe entre les deux. Il est la pure perle blanche au centre de l'Ouroboros, l'enfant de lumière. Harry est maintenu en vie par l'oiseau et le serpent, se mordant mutuellement la queue pour former le cercle magique. En effet, Dumbledore se charge de la protection de Harry depuis son attaque à l'âge d'1 an. Quant à Voldemort, il participe, sans le savoir, à la protection de son ennemi. En effet, souvenez-vous que Voldemort s'est servi du sang d'Harry pour sa régénération dans le 4e opus. C'est donc grâce au sang de Lily, qui coule dorénavant dans les veines de Voldemort, qu'Harry est maintenu en vie, tant que ce premier continue à vivre. Incidemment, la vie d'Harry dépend de celle de Voldemort, et réciproquement, puisque Harry détient en lui une part de l'âme de Voldemort. C'est le comble de l'ironie qu'Harry soit préservé des attaques de Voldemort tant que celui-ci reste en vie, et vice-versa. Nous retrouvons fréquemment l'opposition entre la créature ailée et le serpent dans la tradition hermétique. Il illustre symboliquement deux des substances indispensables à la fabrication de la pierre philosophale, le soufre et le mercure, auquel vient s'ajouter le sel. Le phénix, par son plumage rouge et feu, symbolise le soufre alchimique, tandis que le serpent symbolise plutôt la pression mercurielle, par sa capacité à s'enrouler autour de cette proie. Cette pression constitue la conscience de soi et le poids de la connaissance. Le pur cristal de sel, quant à lui, se forme dans l'équilibre de ces deux forces antinomiques, l'un aérien et l'autre terrestre. Rappelons que le serpent qui se mord la queue symbolise l'immortalité par autophagie, tandis que le phénix symbolise cette même immortalité atteinte par un processus d'autocombustion, de mort perpétuelle et de renaissance. Ces deux symboles s'opposent par leur distinction entre consommation et consommation. Tous deux font fi du passé, mais de manière diamétralement opposée. L'un ingurgite sa propre substance pour ne rien laisser se perdre, l'autre s'embrase pour renaître. Il réduit en cendres sa matière interne impure, accumulée sur toute une existence terrestre, pour renaître ensuite à travers les seuls minéraux qui résistèrent à l'action des flammes. Voldemort et Dumbledore s'opposent donc symboliquement par leur rapport à la mort et à la disparition. Voldemort, le serpent, refuse de disparaître ou perdre une part de son intégrité individuelle, voire de tomber dans l'oubli. Dumbledore, le phénix, quant à lui, accepte la disparition en apparence de son individualité pour laisser la place à un nouvel oisillon. Tel le phénix, Dumbledore abandonne l'individualisme de son existence pour laisser derrière lui un terreau propice à l'épanouissement d'un nouvel être, l'oisillon qui renaît de ses cendres. Cependant, ces deux dynamiques antinomiques sont d'importance égale. La chaîne de la vie résulte de l'équilibre entre consommation et consommation, entre repli sur soi et don de soi, entre recyclage et gaspillage, entre autophagie et palingénésie. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les baguettes de Voldemort et Harry contiennent toutes les deux une plume du même phénix, et que ces deux personnages sont les seuls capables de parler la langue des serpents. Ils naissent de l'union de ces deux contraires. Ainsi, Harry a autant besoin du phénix que du serpent, de Dumbledore que de Voldemort, pour renaître. L'un guide ses pas vers l'humilité et l'abnégation en marche vers le savoir gnostique, l'autre vers la connaissance de soi et l'émancipation intellectuelle. Harry est perpétuellement au centre de ce duel qui oppose le phénix et le serpent, tantôt acteur, tantôt spectateur du combat entre le bien et le mal, à travers les scènes mythiques auxquelles il assiste et participe. Tout le conflit manichéen se passe donc métaphoriquement entre Voldemort et Dumbledore, illustration du conflit intérieur qui se déroule en Harry. L'Ouroboros que forment l'oiseau et le serpent inscrit l'homme dans un mouvement oscillatoire perpétuel entre dégénérescence, autophagie consubstantielle, destruction et régénérescence. Nous oscillons tous entre le désir de rester égal à nous-mêmes pour garder notre intégrité par-delà l'altérité, le serpent, et le souhait de nous renouveler, de nous améliorer, de renaître, le phénix. Et au centre de ce cercle magique éclot le germe de vie, Harry.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mais nous nous voyons demain à la même heure pour la 13e vidéo, qui sera alors consacrée à l'arcane la force. Nous vous laissons spéculer sur le ou les personnages qui vont pouvoir incarner cette carte. Laissez cours à votre imagination et n'hésitez pas à partager vos hypothèses en commentaire à cette vidéo et à la partager si elle vous a plu. Nous vous rappelons que le tarot des sorciers ainsi que le livre illustré Le tarot non officiel d'Harry Potter, les arcanes de la magie sont disponibles sur le site de la Plume de Poudlard et ailleurs, les liens se trouvent en description. Pour l'heure, nous vous disons à demain et bonne fête de fin d'année. Tchuss et Moldy!